qui sous-tend le développement de l'aide médicale à la procréation, de l'assistance médicale à la procréation, dont on sait pour le coup qu'elle fera l'objet d'un certain nombre de développements dans la prochaine loi, qu'il s'agisse de maintenir les dispositifs existants ou de les modifier. En tout cas, ceux qui, au quotidien, travaillent sur ces questions s'interrogent notamment sur les conséquences de l'anonymat des donneurs qui prévaut en France, avec un anonymat qui pose ensuite un certain nombre de questions pour les enfants, notamment nés par ces procédés. Sophie Lenné a rencontré Pauline Tiberghien, elle est présidente de l'association PMA, Procréation médicalement anonyme. Les techniques d'assistance médicale à la procréation ne me posent évidemment pas de problème puisque c'est mon métier. C'est une aide aux couples infertiles. On prend en charge des couples infertiles et pour certains, on leur permet d'être parents. Donc au bout d'un parcours plus ou moins long qui peut aller de 6 mois à 5 ans, on a à peu près 7 couples sur 10 qui sortent de nos centres avec un bébé. Pour cela, c'est merveilleux. Et on regrette beaucoup pour tous les autres couples. Enfin, on regrette toujours que ce ne soit pas 100%, bien sûr. C'est une association qui milite pour que les enfants issus des dons de sperme, des dons d'ovocytes, des dons de gamètes, puissent avoir l'autorisation d'accéder, s'ils le souhaitent, à leur majorité, aux données identifiantes concernant leurs donneurs. Une association qui milite pour qu'il n'existe plus en France d'interdiction, comme c'est le cas actuellement, d'interdiction d'accès aux origines. C'est très étonnant de voir qu'un Néo-Zélandais, un Canadien, un Français ou un Australien utilisent les mêmes mots pour décrire ce manque, cette pièce du puzzle d'identité qui manque, ce vide. Donc ils décrivent ceci, ils décrivent également l'injustice ressentie devant cette interdiction d'accès aux origines. Ils décrivent aussi cette incertitude de l'identité du géniteur, avec donc des questions physiques, des questions biologiques. C'est vrai que votre génétique, que vous le vouliez ou non, elle est dans votre miroir tous les matins. On ne peut pas dire que la génétique soit tout, mais ça n'est pas rien non plus. Donc tous ces témoignages se regroupent autour d'un axe qui est, il n'est pas dit que nous désirions connaître notre géniteur. En tout cas, il nous est absolument intolérable qu'on nous l'interdise de façon arbitraire. On attend beaucoup de cette nouvelle loi, on attend qu'elle reconnaisse aux enfants le droit de se poser des questions sur des géniteurs, on attend une loi très ambitieuse, avec un projet pédagogique important, puisque je pense que le leitmotiv, c'est vraiment que la famille aille bien. Il faut absolument que ces familles puissent être rassurées, que ces couples en souffrance puissent être rassurés et qu'on les aide surtout. Qu'on les aide à vivre leur chemin d'infertilité d'une façon ou d'une autre, suivant leur position, suivant leur vision de la vie. Mais en tout cas, il ne faut pas mentir aux enfants. Tuc Duhalderville, comment vous réagissez à ce que dit Pauline Tiberghien? Je pense que ça montre finalement que le naturel revient lorsqu'il y a eu des transgressions par rapport aux droits des personnes, quand on a privé des personnes d'accès à leurs origines. Bon, ben, il y a une injustice qui à un moment donné est révélée parce que simplement devenus adultes, certains se rebellent. Et d'ailleurs tous ces sujets, comme le sujet précédent, je pense qu'il faut quand même repartir de l'arrêté de la souffrance très profonde qu'éprouvent les personnes. Hein. Dans le cas de la GPA ou des mères porteuses, ben, il y a la souffrance de femmes qui sont privées d'utérus, qui ne pourront pas enfanter. Donc derrière tous ces débats, il y a d'abord au départ des souffrances. Est-ce que ces souffrances doivent être entendues? Oui. Est-ce que les désirs qu'il y a derrière de procréer, d'éviter un handicap, de pouvoir être en bonne santé, d'avoir des enfants, doivent être entendus également? C'est des très beaux désirs. Est-ce que certains de ces désirs doivent être frustrés? Parce que si on y répond, on porte atteinte à la dignité humaine ou au respect de la vie, alors également oui. Une société qui sait entendre des désirs mais qui sait aussi les frustrer, c'est une société démocratique qui respecte le droit du plus faible. Dans l'affaire des mères porteuses, on décide, parce que finalement la fin justifie les moyens,
malheureusement. Parce que l'émotion liée à la souffrance de cette femme, de ce couple qui ne peut pas avoir d'enfant, fait qu'on ferme les yeux, comme on a souvent tendance à fermer les yeux, à éteindre en nous l'éthique, une sorte d'obscurcissement de notre conscience. Quand on souffre, eh bien, il faudrait pouvoir reconnaître que c'est porter atteinte aux droits de l'enfant, d'abord. Hein, qu'on conçoit ainsi, que de décider qu'il va être délibérément privé, avant même la conception le décide, de la mère qui l'aura porté, et qu'on va finalement, moi j'appelle ça de la maternité éclatée, entre deux, voire trois femmes. Eh bien c'est injuste pour l'enfant, et peut-être que dans 30 ans, eh bien, les enfants ainsi nés pourront se rebeller. Pour l'instant, la souffrance des femmes est plus forte que celle de l'enfant. Claude Hurier. Oui, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'on arrive seulement, grâce à votre intervention, à évoquer le devenir de l'enfant à naître. Alors que jusqu'à maintenant, et c'est habituel d'ailleurs dans ce genre de débat sur la bioéthique et les perspectives d'évolution, on privilégie la souffrance, mais la souffrance du couple infertile. Et au fond, tous les progrès des techniques visent à répondre à cette souffrance avec plus ou moins de succès d'abord, et puis également plus ou moins d'inconvénients, ce qui d'ailleurs me permet aussi de dire que la démarche bioéthique, c'est une démarche de questionnement. On s'interroge et on a le choix, comme d'ailleurs Dominique Lecourt l'a dit, on est confronté à des dilemmes, et face à ces dilemmes, on a le choix entre deux ou plusieurs solutions qui sont toutes insatisfaisantes. Je cite un philosophe, pardonnez-moi, c'est peut-être un de vos amis, c'est peut-être un de vos... je ne sais pas. Mais ça m'intéresse beaucoup. C'est le questionnement, et au terme de ce questionnement, d'abord, il n'y a pas de terme. Il faut continuer et ne pas s'arrêter à un moment donné à une vérité qui, à travers ce questionnement, apparaît tout à fait comme relative et évolutive. Mais j'en reviens à l'enfant à naître. Et dans les idées forces que je souhaiterais qu'on voit surgir des États généraux, c'est cette prise de conscience de ceux qui interviendront et qui s'exprimeront à cette occasion, de dire mais, et l'enfant à naître dans tout ça? J'ai auditionné par la commission de l'Assemblée nationale, j'avais parlé de l'enfant à naître, le grand absent. C'est à peine une caricature, car au fond, dans tout ce à quoi, de tout ce qu'on évoque, à travers les techniques, on privilégie la souffrance, et tout doit être fait, la fin justifiant les moyens, pour répondre à la souffrance des couples infertiles. Ce qui signifie d'ailleurs qu'il y a peut-être aussi un autre propos, c'est on n'accepte plus la fatalité. C'est cette évolution d'ailleurs de l'homme moderne, pas face au progrès des biotechnologies, où on n'accepte plus la souffrance, on n'accepte plus la mort, on n'accepte plus la maladie, avec toutes les perspectives et leur part d'illusion concernant la médecine régénérative. Donc on n'accepte plus l'infertilité. Et puisqu'il y a toujours des imaginations au pouvoir, eh bien... la souffrance du couple l'emporte sur toute autre considération. Aucun de ces procédés n'est sans conséquence pour l'enfant né. Et ça, je pense qu'il faudrait davantage d'études ou de considérations pour les rares études qui existent concernant la pathologie de la conception en fonction des techniques qui ont été utilisées. Donc la place de l'enfant à naître et s'interroger sur le devenir, ne serait-ce que cette question que je n'oublie pas concernant l'accès aux origines. Quel est l'intérêt de l'enfant né? Vous avez hoché la tête quand Monsieur le Sénateur parlait de l'enfant à naître, Sandrine de Montgolfier. Oui, non, tout à fait. Je réfléchissais justement à cette nouvelle médecine qui tente à tout prix de répondre à toute souffrance. Et en fait, je relisais récemment des écrits du Comité national d'éthique dans les premiers avis, donc un avis sur l'embryon de 86, où France Quéré avait réalisé un texte à part, enfin avait rajouté son avis et sa réflexion sur la question. Et elle se posait vraiment la question de cette médecine toujours plus technicisée, qui peut apporter plein de nouvelles réponses. Et donc, il crée du désir. La souffrance existe, elle est toujours là. Des personnes infertiles, il y en a toujours eu. Il y en a peut-être un peu plus qu'avant, parce que peut-être qu'on n'a pas les mêmes pratiques aujourd'hui que par le passé. Mais elles existaient. La souffrance du handicap existait aussi, elle existe toujours. Mais maintenant, la technique est apparue. Et la médecine se sent confrontée à ces nouveaux désirs. Doit-elle y répondre ? Donc là est la question réelle, je trouve. La médecine est saisie par ces nouvelles revendications qui est... Vous devez répondre à toutes ces souffrances. C'est la question du professeur d'éthique. Est-ce que parce qu'on sait le faire, on doit le faire? La question, comme le dit du professeur d'éthique, c'est un grand mot pour dire pas grand-chose, mais c'est la question du questionnement. Je trouve encore une fois Claude Hurier extrêmement naïf. Parce qu'effectivement, on se questionne. Mais en attendant, la pratique, elle est bien là. Bien sûr. Non mais,
Alors, s'il y avait une vraie retenue, s'il y avait une vraie prudence, ça serait pris en compte.